Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis super content de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sport que je connais très bien, que j'ai pratiqué. Oui, je suis un peu vieux, je ne pratique plus ce sport. Vous l'aurez compris, on va parler de discipline enchaînée, on va parler de triathlon avec un petit jeune qui a déjà un beau palmarès, mais je suis content de recevoir Arthur Arblad. Salut Arthur. Salut. Eh dis donc, quand tes parents ils t'ont donné ton prénom, ils se sont pas dit que ça serait un peu compliqué entre le prénom et le nom de famille ? Bah alors déjà, ça fait que dans toutes les listes, je suis toujours premier. Ça, c'est pas mal. Et surtout que mon deuxième prénom est encore plus dur à porter parce qu'il a failli être le premier. C'est Barnabé. Barnabé Arblad, tu vois, c'est plus facile à dire finalement pour un speaker que Arthur Arblad. Ouais. Non, je pense pas. Ils ont un peu de mal sur les courses. Bon, écoute, de toute façon, sur les courses, on t'appelle pas par ton prénom, on donne juste ton nom. Ouais, ça va dépendre. Alors, on fait pas trop gaffe quand on court à comment est-ce qu'on nous appelle, mais c'est vrai que c'est... Des fois, ils essayent quand même le prénom de le mettre avec, mais bon, les Anglais qui essayent de donner des prénoms français, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, bon après, ce qu'il faut se dire, c'est que comme en général tu trustes les premières places, eh ben, ils ont le temps, parce qu'il y a de la place entre toi et les suivants, ou entre le tout premier, le deuxième et toi. Donc voilà, ils ont le temps de se pencher sur ton nom. C'est moins le cas quand tu es dans le milieu ou la fin du peloton, que tu arrives groupé, et puis que finalement, en plus, ils se prennent même pas la tête, ils donnent pas les noms, ils laissent les noms s'afficher sur les portiques d'arrivée. Bref, on digresse un peu. Arthur, je suis super content de te recevoir. Comme je te le disais, on échangeait un peu avant. On n'a pas eu l'occasion de faire un premier call de présentation, mais déjà je pense qu'on a pas mal échangé, tu m'en as dit pas mal sur toi, et puis le triathlon, je le disais, c'est un sport que je connais, que j'ai pratiqué, que je pratique d'une autre manière maintenant. Je fais plus trop du triathlon mais plutôt du swimrun, donc j'ai enlevé la partie vélo. Toi tu fais du triathlon, on va rappeler ce que c'est, mais juste avant je te propose de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Arthur Arblad? Bon, bah, comme tu disais, alors je m'appelle Arthur Arblad, moi je suis né en 2002, donc j'ai seulement 21 ans, je suis encore tout jeune, mais ça fait maintenant 10 ans que je pratique le triathlon. Moi je suis d'origine de la région parisienne, dans les Yvelines, donc ça fait 10 ans que je suis au club de Poissy Triathlon maintenant, donc un club qui je pense est reconnu, ou en tout cas connu de tous quand on fait du triathlon, reconnu pour son excellence et son très haut niveau. Ouais, je vois pas. Poissy, attends, Francky Batelier, Frédéric Bellobre, Stéphane Poula, Cyril Blanchard, qui était pas forcément... Non, Cyril Blanchard était à Beauvais, mais ouais, il y a eu quelques beaux noms, en tout cas de ma génération, qui sont passés par Poissy, et c'est toujours le cas, c'est toujours un très 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 beau club. Ah bah on vient d'avoir Darren Connells qui vient d'être champion du monde cette année. Donc non, il y a des très beaux noms, des très sympas, parce que j'avais eu l'occasion à l'époque de m'entraîner en stage avec eux à Antibes. Chaque année, le club fait un déplacement à Antibes pour ceux qui se qualifient au championnat de France, voilà. Donc on avait la chance de... C'est un club très sympa parce que les élites, on a un contact avec eux, on peut les voir, on peut parler avec eux, on s'entraîne avec eux. Donc non, c'est très sympa sur ce point-là. Mais donc pour revenir sur moi, j'habite en région parisienne, mes parents plutôt. Moi j'ai divagué vers Rennes
pour mes études. Donc j'ai fait une licence, un bachelor, maintenant ils appellent ça comme ça, donc à l'ESC Rennes, à l'école des commerces de Rennes. Et j'ai ensuite, là je suis en première année maintenant de master, avec une spécialité en finance. Et je m'oriente vers une césure pour pouvoir faire une deuxième année en master, dans un master spécialisé, très bien classé. Donc on travaille dur sur le côté études pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et tout ça en parallèle du triathlon, on va y revenir. Juste pour alors celles et ceux qui, ne connaîtraient pas le triathlon, on va le préciser, mais aussi qui auraient un peu perdu pied avec les études ou qui ne connaîtraient pas le cursus école de commerce. Moi, j'ai en tête, et je pense que beaucoup de gens ont en tête, c'est 2 ans en école de prépa, et puis après, tu intègres une école de commerce en 3 ans. Tu sors de là, tu es diplômé, à l'instar d'une école d'ingénieur, mais sauf que bon, tu n'as pas un titre d'ingénieur en commerce, mais tu as un master en école de commerce. Là, le cursus dans lequel tu t'es lancé, tu nous as dit tu as fait une licence à l'ESC Rennes, donc 3 premières années, et puis après là tu enchaînes sur encore 1 an que tu vas faire en 2 puisque tu vas faire une césure, ou encore 2 ans que tu vas faire en 3. Tu peux préciser un peu tout ça? Alors la première partie c'est exactement ça. Moi j'ai pas voulu faire de prépa en ce qu'on appelle post-bac, parce que je me sentais pas rentrer dans une prépa, ça voulait dire sûrement arrêter le sport, arrêter tout ça, très peu professionnalisant. Donc je pense qu'aujourd'hui ce qui prime beaucoup, on va dire, sur le point professionnel, c'est les expériences en entreprise et tout ça. Donc l'avantage du bachelor, c'est que moi j'ai déjà fait plus d'1 an de stage en entreprise, donc c'est le côté professionnel. Mais sinon ouais c'est ça, j'ai fait une licence, ça s'appelait une licence, ils ont changé, pour ensuite du coup rentrer en M1 cette année, en Master 1, ce qu'on appelle le programme Grandes Écoles. C'est le programme qui classe toutes les grandes écoles de France. Et ensuite j'aimerais faire du coup ce programme Grandes Écoles en double diplôme, donc mélanger finance et le programme en management, le programme Grandes Écoles. Et pour cela, il faut un dossier, on va dire, béton. Donc une césure s'implique. Et donc la césure, c'est juste pour pouvoir faire des stages, au même titre que Maximilien. Il fait la même chose que... Ouais, exactement. Maximilien Fleury, qui lui est sportif de niveau universitaire en tennis et qu'on a reçu aussi sur le podcast. Alors je sais pas trop en termes d'organisation si ce sera ton épisode qui sortira avant ou celui de Maximilien, mais voilà, chères auditrices, chers auditeurs, si vous n'avez pas encore entendu la voix de Maximilien sur ce podcast, soit il faut remonter en arrière, soit il faut attendre encore quelques jours. Là, tu es en M1 de l'ESC Rennes, qui s'appelle maintenant Rennes Business School. Il y a plein de noms super sexy et très anglophones. Ça marche bien, surtout dans le monde des écoles de commerce. Et à côté de ça, tu pratiques le triathlon. Donc on y arrive, le triathlon. Qu'est-ce que c'est, Arthur ? Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, le triathlon, c'est l'enchaînement de 3 disciplines sportives. Donc on commence par la natation, ensuite on enchaîne directement sur le vélo, et pour finir avec la course à pied. Alors après, ça va dépendre de chacun et de ses objectifs, mais il y a différentes distances et ça dépend vraiment de chacun, s'il veut faire du très court ou du très long. Mais globalement, tout le monde retrouve une distance qui lui parle. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le triathlon, ça va du super sprint, où là on nage quoi. Alors maintenant les distances ont un peu changé, c'est pareil, j'ai un peu perdu pied, mais on est quoi ? On est sur 300 mètres de natation, on est sur 10 de vélo et 2 de course à pied sur le super sprint. Alors c'est encore un peu différent parce que ça on va dire que c'est le super sprint à la française, le XS. Mais le super sprint, on va dire homologué par la WTS et l'ITU, c'est encore différent. C'est alors bien 300 mètres de natation, mais derrière c'est 6,7 km de vélo et 1,6 km à pied. Dit comme ça paraît très 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 simple. Et pour en avoir fait un sous ce format-là à Pontevedra il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'est beaucoup plus dur qu'un S ou un M parce qu'on est à bloc tout le temps. Il faut être très préparé, il faut être préparé physiquement et avec un très très gros échauffement, plus d'1 heure d'échauffement parce que sinon on explose au bout de 10 minutes. Et puis pour faire le parallèle avec d'autres sports comme par exemple l'athlétisme, c'est un peu comme si on demandait à un marathonien, donc quelqu'un qui court des marathons, de venir sur un 400 mètres quoi. Ce type d'effort, c'est juste un effort extrêmement explosif, extrêmement exigeant, où il faut du début du coup de feu jusqu'au passage de la ligne être ultra concentré et puis comme tu dis être à bloc. Donc ça c'est la plus petite distance. Une distance plus commune qui est d'ailleurs support de la discipline aux Jeux Olympiques, c'est ce qu'on appelle le distance olympique en français, mais qui est aussi appelé courte distance. Maintenant c'est M, c'est ça, où là on a 1500 mètres de natation, donc 1,5 km, 40 de vélo et on finit par 10 km de course à pied.
Voilà, là on est dans la moyenne, on est dans le gros pack, on est chez les jeunes parce que ça aussi c'est une épreuve relativement explosive. En gros, passer 35 ans, je crois que à moins que tu y ailles pour t'éclater, bah tu fais plus trop ces distances-là. Et après on peut monter jusqu'à l'Ironman, distance mythique, qui est donc 3 km 8 de natation, 180 de vélo et on finit par un marathon. Pour tout le monde le sait, un marathon, c'est 42,195 km ou 26 miles. Et puis, il y a même des fous qui s'amusent. Alors là, on est un peu sur une fédération à part, sur des labels à part, mais on a du double Ironman, du triple Ironman, du DK Ironman. J'ai même reçu sur Devenir Triathlète des gars qui font de l'Ironman en continu jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Donc voilà, on a de toutes les distances, de l'ultra explosif à l'ultra, ultra, ultra long. Toi, tu officies, tu t'éclates, tu t'amuses sur quelle distance ? Alors, ça va vraiment dépendre. Bon, le XS, je m'amuse pas. C'est dur. C'est très dur, c'est trop court. On a le temps de rien voir, que ce soit du paysage ou des gens ou de ce qui nous entoure, on voit rien. On tire la tête du début jusqu'à la fin. Donc le XS, on va dire un XS à très haut niveau, mais je m'amuse pas. Un XS pour rigoler avec des potes, avec papa, voilà. Ça, bon, c'est marrant. J'en avais fait un il y a pas longtemps à Pont-l'Évêque. C'est juste avant Pontevedra. J'ai fait la semaine d'avant le XS et le S de Pont-l'Évêque. Et là, je m'étais amusé parce que l'ambiance était super. Voilà. Mais sinon, moi, là où je m'amuse, c'est le S, le sprint. C'est là où je vais être le meilleur. C'est là où les distances me conviennent le plus. Et sinon, j'aime bien, alors j'ai du mal encore, mais le M, la distance olympique, j'aime bien. C'est dur, le 10 bornes à la fin pique souvent. mais j'aime bien, j'en ai fait 2, j'ai fait celui de Deauville. Et du coup, les championnats du monde cette année. Et c'est très sympa comme distance. Bon, alors pour la petite histoire, tu parles de Deauville. Moi, je suis normand à la base, donc forcément, Pont-l'Évêque, Deauville, tout ça, ça me parle. Encore un point commun, un petit clin d'œil à tous les copains qui sont dans la région. Puis d'ailleurs, il y a quelques beaux clubs en Normandie aussi, et puis ça irrigue jusqu'à Paris, quoi, finalement, Poissy, tout ça. Bon, après, il y en a aussi d'autres, beaucoup, très beaux clubs, mais là, c'était mon petit côté un peu chauvin de normand. Ok, donc toi, tu t'éclates sur la distance sprint, donc là on est sur 750, 20 et 5, et puis tu commences à t'éclater un peu sur la distance M. Tout ça, on se dit que peut-être, comme c'est du rapide, ça ne demande pas beaucoup d'entraînement, mais on va revenir dessus, on va revenir sur ton niveau d'entraînement sur une journée type. J'aimerais avant tout revenir sur toi, sur comment s'est construit Arthur. Et peut-être pour ça, pour mettre dans l'ambiance, j'ai envie de te demander, pour toi, le sport, qu'est-ce que ça représente ? Quel est le souvenir le plus lointain que tu puisses avoir de sport ? Qu'est-ce que ça évoque pour toi quand on parle de sport ? Le sport, pour moi, c'est toute ma vie. Alors, je sais pas si c'est parce que mon papa en faisait beaucoup et ma maman aussi. Mais le sport, j'en ai toujours fait. J'ai testé tous les sports jusqu'à 11 ans. Donc, j'ai fait du foot, du tennis, du rugby, du judo. Tous les sports, on va dire, un peu facile à faire et t'essayes tout, du tennis aussi, ouais. Donc non, j'ai tout essayé et j'ai goûté au triathlon quand mon père du coup a dû arrêter le rugby parce qu'il s'était blessé et il devait trouver un sport qui allait lui muscler réellement le dos et qui n'avait plus d'impact comme le rugby, et donc il a découvert le triathlon et un an après j'avais signé aussi parce que j'étais venu le voir à Versailles sur la course du Roi, et qui est une course qui pendant très longtemps avait un niveau de D1, de première division. Des pros venaient courir, donc c'était juste impressionnant de voir autant de monde, autant de très bons athlètes. Donc non, j'ai goûté une fois au triathlon. J'ai commencé à Deauville, que j'ai gagné chez les jeunes. Donc tout de suite, ça donne envie de continuer le triathlon, d'en faire. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Ouais, c'est le problème du triathlon, hein. Souvent, quand on commence, on chope le virus. C'est encore pire que le Covid pour s'en débarrasser. Toi, ça fait 10 ans que tu y es. Moi, je préfère même pas y penser. Ça remonte trop loin. Ouais, pour la petite histoire, t'es dans 2002. T'as l'âge de ma fille, qui est notre deuxième enfant. Donc voilà, ça donne un peu une idée. Ok, donc toi, tu te formes finalement au sport de manière assez générale, assez globale, dans une ambiance avec des parents sportifs. Alors c'est un sujet qu'on a abordé à de nombreuses reprises sur ce podcast. Il y en a qui sont justement issus de milieux sportifs, qui sont initiés par leurs parents. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont des parents ou de la famille qui ne sont pas du tout sportifs et puis qui se découvrent et qui se révèlent. Toi, ton papa était rugbyman, et puis il a commencé le triathlon, et puis tu t'es mis, et puis tu as accroché, et puis tu as signé dans un club, et depuis, tu n'as jamais arrêté. Est-ce que dès le plus jeune âge, quand tu as essayé, tu t'es dit « Moi, je veux être sportif de haut niveau en triathlon » ?
Non, pas du tout, et même aujourd'hui, je cherche même pas à être sportif de haut niveau, moi je cherche juste à m'amuser et à tomber sur des courses où le niveau est de plus en plus dur, parce que c'est quand même assez satisfaisant de concourir, et même moi je suis très impressionné. Pour la petite anecdote, à Pontevedra, j'ai vu quelqu'un, j'avais jamais vu ça, en contre-la-montre, relancer, donc se mettre en danseuse dans une descente, pour relancer pendant que moi je montais, avant de faire le demi-tour. Et j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu des gens être capables de relancer sur un contre-la-montre, donc avec la roue lenticulaire, tout le tralala, en descente, donc alors qu'il devait déjà être à 80. Donc se mettre en danseuse à 80, enfin c'est ça que je cherche, quoi, des gens qui sont vraiment... tu te demandes pourquoi ils sont là, alors qu'ils ont un niveau qui est complètement au-dessus du mien. Bon, il y en a qui sont bien sûr à un niveau en dessous, hein. J'ai pas fini dernier, mais non, c'est des gens un peu... des événements un peu spéciaux que je cherche quand je fais du triathlon. Mais donc... ouais, c'est ça, moi, mon père faisait du rugby, il a fait du rugby pendant 30 ou 40 ans. Donc il a adoré, il est naturellement sportif. Je pense qu'après, bon, ça c'est les gènes qui jouent, mais on a naturellement aimé faire du sport et avoir un physique qui pouvait se développer pour le sport. Je sais que ça peut pas être le cas pour tout le monde. Moi j'ai eu de la chance, donc j'en ai profité. Et j'ai jamais voulu trop en profiter et me dédier qu'au sport. Pour moi c'est vraiment qu'un plaisir. Mais donc oui, j'ai toujours cherché à faire la compétition, gagner parce que c'est l'esprit compétiteur et sportif. Mais non, je me suis jamais donné l'objectif d'être à très haut niveau. Et comment on vit quand on est fils de rugbyman? Parce qu'en plus, là, on se voit en visio, t'as pas trop la carrure d'un rugbyman, t'as plutôt la carrure justement d'un triathlète. Donc comment on vit ça? Papa qui mange bien, qui est bien costaud, et puis toi qui essaye de suivre, ou au contraire, peut-être que finalement ton père a la même carrure que toi, c'est juste que c'est pas le rugbyman qui fait 120 kilos de muscles. Je te montrerai une photo de nous deux à Abu Dhabi sur la ligne d'arrivée, où tu pourras comparer nos deux gabarits en m'ayant vu comme ça. Non, c'est vraiment une masse. Il fait ma taille, il fait, je pense, 90 kilos, 92 maintenant. Mais il faisait à l'époque 96, 97 quand il jouait au rugby. Et ça, c'est pas une boule de graisse, c'est vraiment une boule de muscle. Et le passage en triathlon était très dur pour lui, parce que quand il commençait à nager, il nageait comme ça. Avant de pouvoir nager à l'horizontale. Ouais, alors pour expliquer, parce qu'on est en visio pour nos auditeurs, donc là Arthur me montre que en fait, en gros, son père nageait comme une clé à molette quand il a commencé le triathlon, et au fur et à mesure, il a commencé à devenir une feuille allongée sur l'eau, élancée, rapide. Je sais pas quel autre superlatif je pourrais donner. En tout cas, globalement, quand on voit le physique qu'il a et d'où il est parti, tout le monde peut nager, tout le monde peut réussir à nager le crawl ou le papillon à la fin, parce qu'il a vraiment pas un physique de nageur ni un physique globalement de triathlète. Mais donc non, globalement il peut le devenir. Alors oui, c'est le papa qui mange bien, c'est le papa qui voilà, mais qui pareil s'entraîne je pense 5, 6, 7 fois dans la semaine alors qu'il a 61 ans et qu'il bosse encore. Donc non, c'est plus un exemple, et moi je serais content qu'il fasse du triathlon, que j'en fasse avec lui. C'est des moments de partage et c'est très sympa. En fait, je regrette un truc là. Je me dis que j'aurais dû faire une interview croisée entre toi et ton papa. Tu vois, vous recevoir tous les trois. Déjà, l'expérience, la sagesse du rugbyman, et puis ce switch vers un autre sport. Comment est-ce qu'on le vit? Pourquoi on continue? Mais bon, on t'a toi pour l'instant. Tiens, d'ailleurs, peut-être que je prendrai le numéro de ton père. Mais on va donc revenir sur toi. Toi, tu nous dis que finalement, ce que tu cherches dans le triathlon, dans le sport de haut niveau, puisque tu as le statut de sportif de haut niveau aussi, c'est finalement t'éclater, te dépasser, être avec les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi autre chose, notamment pour faire le pont avec tes études? Tu nous disais que tu vas faire une année de césure parce qu'il te faut un dossier en béton, parce qu'il te faut une expérience, parce que professionnellement parlant, ça peut aider. Est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose que tu recherches dans le sport, et en particulier dans le triathlon, de pouvoir te dépasser, apprendre pour après la vie active, ou peut-être avoir quelques podiums, quelques points en plus à rajouter sur ton CV, parce que pour le boulot, ça peut faire bien? Ah oui, exactement, et je l'assume entièrement. Moi, j'ai précisé à l'école que je partais à faire les championnats du monde. Ils étaient très contents pour moi. Ils en ont fait des posts pour le marathon vert sur LinkedIn, Instagram. Voilà, chacun y tire un peu son avantage. Moi, j'avais la chance du coup de pouvoir éviter d'être sanctionné pour cours absent. Donc non, chacun y tire ses avantages. Et oui, totalement. Moi, sur mon CV, il est marqué que j'ai participé à telle ou telle course en telle année, parce que je l'ai fait, et que ça reste quand même une façon de comprendre pourquoi je suis comme ça. Le sport m'a quand même beaucoup défini, parce que ça fait des années que j'en fais, et qu'on le veuille ou non, ça me décrit, et j'ai été défini par le sport en général, pas forcément que le triathlon, mais par les valeurs du sport, quel qu'il soit. Écoute, je vais rebondir là-dessus. Déjà, j'ai deux questions que je vais te poser en même temps, et puis je te laisserai réagir. Déjà,
qu'est-ce que ça évoque pour toi le sport? En quoi est-ce que le sport te définit finalement? Qu'est-ce que ça démontre de toi, à ton avis? Et puis, ouais, cette recherche de performance dans le sport que tu assumes, pour lequel tu ne te caches pas. Pourquoi justement? Pourquoi le mettre en avant et finalement pas le garder aussi pour toi en te concentrant sur tes études et en mettant plutôt en avant tes résultats scolaires? Parce que le triathlon, alors bon, maintenant c'est vachement développé, mais moi quand j'ai commencé 10 ans, on parlait de triathlon, personne ne connaissait. Je suis pas du tout le meilleur triathlète en France, des centaines de triathlètes, des milliers de triathlètes sont bien meilleurs que moi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de pouvoir en parler et je pense que tout le monde serait content d'être à ma place. Donc j'en profite, je diffuse le triathlon. J'ai la chance du coup de pouvoir, et comme je disais sur le CV, ça fait une preuve en plus, une marque en plus, une expérience en plus. C'est bon aussi à noter. Parce que les expériences, c'est ce qui est vachement regardé, notamment pour les premiers stages et les premiers jobs, les premiers boulots. Donc c'est assez important. C'est assez important de pouvoir se démarquer. Et puis comme dans toutes les annonces, il y a marqué cherche, on va dire, talent un peu très peu ordinaire. Au moins, je sais que sur le CV, ça fait toujours un peu un petit choc, bien que le CV en lui-même ne soit pas différent de tous mes camarades. Au moins, je sais que sur ce point-là, normalement, je me différencie quand même assez souvent. Ok, donc ça, c'est sur la partie, c'était sur la deuxième partie de la question. Effectivement, pourquoi est-ce que tu mets ça en avant et tu l'assumes, hein? C'est pas du tout pédant ou autre. Au contraire, tu fais très bien de l'assumer. Et puis la première question, c'était finalement, en quoi est-ce que le sport et en particulier le triathlon te définit? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je dis pas de toi, mais là véritablement toi. Comment est-ce que tu trouves que le sport t'a défini? Ça peut paraître bizarre parce que ça fait 10 ans que j'en fais, donc j'ai commencé quand j'étais jeune, mais bien que le triathlon soit un sport individuel, pour moi ça a toujours été du partage. Alors ça fait des années maintenant que je m'entraîne soit seul parce que je suis à Rennes, soit quand je rentre en Ile-de-France, avec mes parents, avec mon père ou avec des amis à lui. Mais ça a toujours été du plaisir, du partage, très convivial quand tu finis la course, même si t'as bataillé comme n'importe quoi contre quelqu'un, au final quand t'as fini la ligne d'arrivée, c'est toujours une accolade où tu parles de la course avec d'autres concurrents. Donc non, le sport c'est quand même des valeurs très importantes de partage et de convivialité que j'adore et qui font que je fais du sport une grande partie pour ça, pour l'après-course et voilà. Sur la partie organisation justement de tes journées, on l'aura compris, tu es étudiant, tu vas à l'école et pour un peu plus de détails, je renvoie effectivement vers l'épisode que j'ai enregistré avec Maximilien. On est rentré plus dans le détail de ce que ça veut dire être sportif de haut niveau universitaire et étudier en même temps. J'imagine que comme lui, t'as pas d'autres aménagements que la possibilité de t'absenter. Il y a certains sportifs de haut niveau qui ont ce double projet études et sport qui dédupliquent, qui rallongent leurs années d'études. Toi, finalement, tu es sur des années classiques, simplement tu étudies et tu pratiques ton sport. Pratiquer le sport, ça veut dire s'entraîner, donc s'entraîner le matin ou le midi ou le soir ou l'après-midi, suivant les entraînements qui sont demandés et suivant les créneaux disponibles avec les différentes infrastructures. Mais ça veut dire aussi aller en compétition. Et aller en compétition, ça veut dire se déplacer. Tu nous as dit que tu étais par exemple allé à Abu Dhabi avec ton papa, tu nous as dit que tu étais au Portugal pour les championnats du monde amateurs. Donc tout ça, ça demande aussi des aménagements d'emploi du temps. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ça et à quoi une de tes journées ou semaines type peut ressembler? Alors déjà, j'ai la chance et non de ne pas avoir de semaine type. Donc déjà, je suis pas c'est pas très lassant comme situation. C'est pas le lundi, c'est ça, mardi, c'est ça. Donc moi déjà, ça m'aide beaucoup pour continuer à m'entraîner seul et à m'entraîner. Mais donc j'ai pas de semaine type parce que nous, toutes les semaines en école de commerce, ça change. Les cours ne sont jamais les mêmes, ou en tout cas ne sont jamais dans le même ordre. Donc toutes les semaines, il faut innover, il faut s'habituer. Voilà, par exemple encore hier, je fais les cours sur l'heure du midi parce que j'avais pas le temps dans la journée de y aller par rapport à mes heures de cours. Je sais que demain, je fais du 8h, 9h, puis du 15h, 18h. Donc dès que j'ai fini les cours à 10h, je serai sur le vélo et je serai parti pour 2 heures ou 3 heures de vélo entre les cours. Donc non, c'est faut s'adapter. Alors ça me paraît moins facile à faire parce que je m'adapte et je sors encore avec mes amis, je peux encore aller au cinéma, manger avec eux ou sortir boire un coup au bar. Mais je sais que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps d'autres triathlètes qui se mettaient au triathlon et qui du coup comme moi cherchaient à s'entraîner beaucoup. Et en fait je me suis rendu compte que non, s'adapter c'était pas forcément facile pour tout le monde et que je pense que sans me jeter des fleurs, après 3 ans arrivé à Rennes, je le fais très bien, je connais les horaires de piscine par cœur, je sais quand s'entraîner,
La météo, on comprend un peu comment elle marche et savoir si je peux aller courir ou rouler en fonction des nuages que je vois. Donc, non, on s'adapte. Moi, je me suis adapté facilement. C'est peut-être une qualité qui s'est développée avec le temps. Mais j'ai jamais eu de problème à m'adapter. Quand je suis arrivé à Barcelone l'année dernière en Erasmus, en septembre 2022, pareil, au bout d'une semaine, j'étais inscrit ce qu'on appelle au CNAB, qui est des grands complexes sportifs, avec des piscines, des terrains de sport, au bord de la plage. J'ai vite trouvé des repères à vélo. Donc l'avantage quand il y a la mer à côté, c'est que peu importe où tu vas, tu vises la mer et tu rentres. Et donc non, je trouve vite des points de repère. On trouve vite aussi des passionnés de sport avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux commencer à faire des séances. Mais sinon, non, je pense que le mot-clé, c'est vraiment s'adapter. Et ça vient sûrement avec le temps. Mais une fois qu'on y arrive, c'est plus forcément pénalisant d'avoir des emplois du temps qui changent. Au contraire, c'est même quelque chose de bien parce qu'on n'est pas dans une routine. Et ça, c'est quand même, je pense, assez important, surtout sur un sport qui demande beaucoup d'entraînement. Moi, je suis quasiment à une petite semaine, on va dire une toute petite semaine, ça va être 5 entraînements par semaine. Et c'est vraiment parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, des projets de groupe, des travaux, un week-end où je pouvais pas être là. Mais sinon, une semaine normale, ça va être 8-9 entraînements. 8-9 entraînements, quand il y a 7 jours dans la semaine, comment tu t'organises ? Alors forcément, hein, c'est une question, moi je connais la réponse, mais nos auditeurs connaissent peut-être pas. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où tu fais 2 ou 3 entraînements. Comment tu t'organises en fait justement quand tu as 8-9 entraînements et ça représente quel volume horaire ? En volume horaire, c'est assez compliqué de parler parce qu'il va y avoir l'entraînement pur. Par exemple, en vélo, si je fais 2h30, j'aurais fait 2h30. Alors qu'en natation, si je fais 1h15, j'ai 10 minutes avant pour me changer, 10 minutes après pour me changer, le temps d'aller à la piscine, parce que la piscine n'est pas dans l'immeuble, bien que j'aimerais. Donc en termes d'horaire pur, ça doit représenter, je pense, 14-15 heures dans la semaine. On va dire de déplacement, déplacement compris, tout le package. Je peux aller un peu plus en fonction des semaines, si c'est des semaines à rallonge, avec des très grosses séances. Mais globalement, j'essaye de faire les 3 sports au moins 3 fois. Donc je vais rouler tous les 2 jours, je vais courir tous les 2 jours et nager tous les 2 jours. Et pour un exemple, pour qu'ils puissent comprendre, par exemple cette semaine, lundi, j'ai l'avantage c'est que la piscine fait 20h, 22h, donc je vais nager le soir. Mardi, il me semble que je vais courir sur l'heure du midi. Mercredi, je suis allé rouler, hier je suis allé rouler dans la journée et je suis allé nager le soir. Et aujourd'hui, après le podcast, je vais aller courir, si le temps le veut. Et ce soir, j'ai vu que la piscine était ouverte de 17h à 20h, donc j'irai nager. Et demain vélo. Et malheureusement, ce week-end, je suis en déplacement pour l'école, donc je ne pourrai pas faire de sport, ou à moins que je puisse en faire dimanche après-midi. Mais sinon, ce week-end, il n'y aura peut-être pas de sport. Comme tu dis, ça c'est les heures d'entraînement, le volume horaire d'entraînement effectif. Effectivement, le vélo ou la course à pied, à moins que tu aies une séance de piste à faire, c'est souvent plus simple parce que tu pars de chez toi, tu reviens chez toi. S'il faut aller à la piscine, faut prendre le temps d'y aller, de se changer, etc. Puis il y a aussi d'autres types d'entraînement, et notamment dans le triathlon, il y a encore la 4e, la 5e, la 6e discipline, il y a l'alimentation, il y a le repos, il y a, pour rester sur la partie sportive, la PPG ou la muscu. Enfin, il y a tout un écosystème d'entraînement qui vient en plus des simples, entre guillemets, 3 entraînements des 3 disciplines du triathlon. Donc ça fait quand même des semaines bien chargées. Comment tu arrives, au-delà de tes capacités d'organisation, à gérer tout ça entre l'école, l'entraînement, les compétitions et puis un job étudiant? Faut s'y prendre à l'avance. Là, c'est le cas, par exemple, cette semaine, on a tous les travaux de groupe. Enfin, cette semaine et la semaine prochaine, on a tous les travaux de groupe à rendre. Beaucoup de travaux qui comptent pour notre moyenne générale pour la fin de ce premier semestre. Et moi, j'ai vu les choses venir. Je sais très bien que je ne serais pas disponible tout le temps. Donc, j'avais déjà anticipé, il y a 2 ou 3 semaines, de commencer tous les travaux. La différence où beaucoup d'élèves, on va dire, attendent la dernière semaine et le font dans le stress. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai le temps de faire un podcast de 2 ou 3 heures, par exemple, alors que beaucoup, je retourne à pas court, vont passer la journée à travailler sur une matière ou 2, parce qu'ils sont en retard et que c'est la panique totale et que voilà. Moi, j'ai le luxe, on va dire, d'avoir pris les choses en main en avance et d'avoir motivé mon équipe à travailler ensemble et à tout faire en avance pour ne pas être dans le rush de dernière minute et que tout le monde, c'est plus agréable pour tout le monde, pas que pour moi. Dans mon groupe, ils ont aussi du temps libre pour eux. Sur une journée, on n'a pas cours, ça évite de devoir aller à l'école, de devoir se retrouver en groupe, de devoir s'aménager en fonction des horaires des autres. Donc, non, c'est assez un luxe de pouvoir aménager comme on souhaite et comme on a envie. Donc, c'est l'avantage aussi, je pense, d'être étudiant, c'est que moi, mes horaires ne sont jamais fixes. Donc, je peux vraiment m'y prendre à l'avance. C'est pas comme si j'étais en bureau ou dans une boîte où là, chaque semaine, il y a des nouvelles missions et c'est du 8h, 18h.
sur le bureau. Donc, non, c'est aussi un luxe et c'est pour ça que je me permets de le faire en tant qu'étudiant. C'est que moi, je peux vraiment aménager un peu comme je veux mon planning et mon emploi du temps. Et comment sont les camarades je sais pas si à votre âge on parle encore de camarades, les petits jeunes. Non, mais comment sont les autres étudiants et notamment ceux de ton groupe quand vous avez des travaux de groupe à effectuer? Est-ce qu'ils sont relativement compréhensifs sur le fait que voilà, toi tu essayes de leader un petit peu ces missions-là pour pouvoir après toi te libérer du temps pour t'entraîner et donc t'adonner à ta pratique, mais que finalement par ruissellement, eux ça leur permet aussi d'être plus libérés, que ce soit de la charge mentale de on est à la bourre, il faut qu'on bosse, mais aussi de s'organiser comme tu disais des journées off, enfin des vraies journées off quand elles sont off à l'école. C'est ça, moi j'ai pris facilement le lead parce que moi ça m'arrange de pouvoir choisir de faire tel ou tel projet en avance par rapport aux dates à les rendre. Donc il y a 2 semaines il y a eu le pont, donc pendant le pont je pense que tout le monde est rentré chez ses parents pour profiter et déconnecter 5 jours. Et moi, je leur ai dit, au bout de 5 jours, il faut qu'on ait fini tous les projets, comme ça au moins derrière, ou au moins qu'on ait avancé sur tous les projets, comme ça au moins derrière on est tranquille, on n'est pas dans le stress, c'est un moment où on a du temps libre, donc même si chacun bosse 2-3 heures par jour, ça va pas ruiner leur journée. Et au final, on a bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, on est tous tranquilles chez nous ce matin, alors que beaucoup doivent être à l'école en train de travailler avec leur groupe. Tu vois, finalement, et j'aime bien, j'ai la prétention de croire que ces podcasts, de temps en temps, ce sont aussi des moyens d'introspection. Donc, allongez-vous sur le divan, monsieur. Non, mais tu vois, ça permet peut-être aussi de mettre en exergue le fait que, voilà, c'est une autre de tes capacités, au-delà de la capacité d'organisation, c'est aussi cette capacité à l'idée. Et finalement, quand tu vas rentrer dans la vie active, tu auras cette capacité de manager et tu pourras peut-être par ton expérience de sportif de haut niveau et de, entre guillemets, leader des différents groupes dans ton école pour pouvoir aménager ton temps, pour pouvoir t'adonner à ta pratique, et bien mettre en avant cette capacité pour un employeur potentiel. Ah oui, totalement, tout le temps on me demande, parce que du coup la ligne championnat du monde, championnat d'Europe fait souvent tilt aux recruteurs et ils me demandent tous mais comment est-ce que vous allez faire, c'est pas trop compliqué, avec les transports pour venir au bureau vous allez pouvoir continuer le sport, ils sont souvent un peu réticents à ça et je leur réponds toujours que non, jusqu'à maintenant j'ai toujours réussi à m'habituer, à m'adapter et que c'est pas demain que ça va changer. L'année dernière j'ai eu un stage de 6 mois à faire sur Paris, j'ai beau habiter dans la banlieue parisienne, c'était 1h30 du matin et 1h30 le soir. Les premières semaines c'est compliqué, compliqué d'aller au sport, d'avoir envie, c'est fatigant, surtout quand tu passes d'études à un vrai boulot. On n'a pas forcément l'habitude des horaires fixes, des horaires là. Donc les premières semaines sont un peu fatigantes, mais au final tu trouves ton rythme et derrière tu as l'habitude, tu t'entraînes à 19h, 20h. En plus, moi j'ai la chance, c'était en été. On revient sur les périodes estivales, donc le soleil se couchait plus tard, donc il faisait jour encore, des températures un peu meilleures. Je suis d'accord qu'en hiver, ça va être un peu plus compliqué d'aller pédaler ou courir à 20h. Mais donc non, c'est toujours s'adapter, sinon il y a toujours le home trainer, la piscine, elle est ouverte de toute façon. Et le courir après, c'est avec la frontale et puis voilà quoi. Je veux dire, je pars quand même vachement du principe que si on veut réellement s'entraîner, on a quand même l'occasion et le temps, ça peut se faire sur un midi ou voilà. Je sais que certains vont nous dire que non, c'est impossible de s'entraîner pour eux, voilà, ils ont jamais de temps pour eux. Mais au final, moi j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour les cours, parce que je suis pas à la ramasse, je n'ai pas encore redoublé, et j'ai même du temps pour les potes, et ce qu'ils me disent à chaque fois, c'est oui, t'es tout le temps là, si jamais on veut manger avec toi, t'es là, t'envoies un message, tu réponds directement, même si je suis à vélo ou quoi, je le vois sur le GPS, donc si c'est important, je peux répondre, donc non, moi je suis quand même très ouvert, et c'est peut-être une qualité, ou c'est peut-être moi qui suis fait comme ça, mais non, je suis toujours là pour fêter un anniversaire, manger, ou partir en week-end. Pour revenir sur la partie entraînement, justement, on a compris que tu t'entraînes majoritairement seul. Par contre, est-ce que tu programmes aussi tes entraînements seul ou tu es accompagné par un coach ? Pendant longtemps, du coup, j'étais à Poissy en tant que jeune. Donc là, tout était encadré par Grégory Rouault et Denis Pagès, qui étaient Grégory Rouault qui est encore triathlète à Poissy, il me semble, et Denis Pagès qui est peut-être encore au club, mais n'est plus entraîneur. Mais donc, quand tu es jeune, globalement, tout se fait par le biais de ces entraîneurs-là. Et à côté de ça, j'avais des clubs, parce que moi j'habitais à Mantes-la-Jolie, et faire l'aller-retour Mantes-la-Jolie-Poissy, des fois avec les bouchons sur la 13, faisait que je passais autant de temps à l'entraînement que dans les bouchons. Donc c'était pas le meilleur pour moi. Donc au final, on a pris des clubs aussi aux alentours de chez moi, d'athlétisme et de natation, pour éviter de me faire des déplacements. Je faisais seulement pour aller rouler avec eux, parce que ça reste quand même sympa le vélo. Le vélo, puis c'est quand même des séances beaucoup plus longues que 1 heure ou 1 heure et demie de natation. Donc ça devenait rentable de prendre la voiture. Mais sinon, non, jusqu'à mes 18 ans, c'était encadré par des entraîneurs.
Et une fois que je suis arrivé à Rennes, par expérience, et devenu tout seul, je sais faire des bonnes semaines, des semaines d'entraînement, des semaines d'intensité, des semaines de repos. Je me suis très peu blessé, mais j'ai eu plus des blessures à cause du changement de matériel, voilà, de chaussures en carbone qui sont arrivées, qu'on commence à faire un peu mal à la périostite, voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de blessures, même des chutes. Je touche du bois, mais j'ai jamais eu de très grosses chutes qui ont causé des fractures ou quoi que ce soit. Donc, jusqu'à maintenant, tout se passe bien depuis 3-4 ans. Donc, on continue là-dedans et on espère que, que tout va bien aller. Alors, on n'est pas revenu sur ton palmarès. Tu peux nous dire un petit peu quels sont tes faits d'armes? Alors, j'ai pas non plus un palmarès énorme, mais en tant que jeune, j'ai fait les championnats de France, de triathlon, duathlon et aquathlon. J'ai fait du back and run aussi, pour m'amuser. Mais pareil, on a été champion régional. L'année où je me suis qualifié au championnat de France de triathlon, j'avais été champion régional aussi. Qui d'ailleurs, je crois, est mon dernier titre en activité. qui était en 2018. Et derrière, là, cette année, j'aimerais faire les championnats de France. Alors, c'est groupe d'âge, mais c'est globalement élite, parce que c'est tous les élites qui y vont. C'est ouvert à tout le monde, c'est un championnat du monde, un championnat de France ouvert à tout le monde. Mais c'est tout ce qu'on retrouve comme dans un Conin, Christian Richard, ou tous les élites, tous ceux qui courent en D1, viennent au championnat de France. Donc j'aimerais y aller juste pour me mesurer un peu, on va dire, au gratin français du triathlon. Mais sinon, j'avais eu l'occasion de faire quelques fois la Coupe du Monde d'Abu Dhabi, donc pareil dans ma catégorie. Et cette année, j'ai eu l'occasion vraiment de faire les championnats d'Europe à Madrid et les championnats du monde à Pontevedra en Espagne. Tu prends ces départs-là, ça donne quoi? Ah bah c'est totalement différent. Alors Madrid, pour la faire court, ça a été un calvaire pas possible. Un déplacement de dernière minute parce que j'aurais dû être en stage, mais je l'étais pas finalement. Donc moi, j'ai pu partir que le samedi matin très tôt. Donc à l'aller, ça s'est bien passé. Je suis arrivé sur place, j'ai pu récupérer mon dossard, voilà. Finalement, triathlon annulé. On passe d'un triathlon à un duathlon. Donc Madrid, c'était assez spécial. Il y avait 2 parcs à vélo. Le parc à vélo où on partait d'après la natation n'était pas celui où on revenait, parce qu'ils voulaient nous faire visiter Madrid. Donc pour les belles images, on arrivait devant le Palais Royal. Et donc nos chaussures étaient là-bas. Donc à 7h du mat, obligé de rapatrier toutes les chaussures. Donc un calvaire logistique, je pense, pour eux. Donc c'est transformé en duathlon. Et donc pour cette course-là, on aurait dû prendre une très grosse côte à vélo à 11%. On l'a prise à pied. Donc ça a fait très très mal à l'organisme. Et pareil, un vélo avec... Donc c'était un S, une distance sprint. Donc en duathlon, ça équivaut à 2,5 km de course à pied, 20 km de vélo et 5 km à pied. Et donc un premier 2,5 km, je crois, à 3,10 au kilo. Donc pareil, moi j'aime pas quand ça part trop vite, donc complètement explosé quand je prends le vélo. Un vélo en 28 minutes, donc pareil, alors qu'il y avait plus de 300 mètres de dénivelé, donc plus de 40 de moyenne là-dessus. Alors très content de moi, je m'étais entraîné énormément parce que je savais qu'il y avait du dénivelé, et j'ai eu la chance de pouvoir diriger mon pack dans la côte. Donc j'ai eu des Français derrière qui m'ont dit qu'ils ont complètement explosé dans la côte. Et je l'ai monté à mon rythme. Je me suis dit, le pire en côte, ce serait de monter au rythme de quelqu'un. Donc je l'ai monté à mon rythme, on va dire mon rythme plus, et c'est moi qui le dirigeais. Et ça m'a, je pense, évité quelques crampes en course à pied. Et derrière, à pied, on a déroulé. Je crois que j'ai mis 18 minutes aux 5 bornes, 18 ou 19. Mais pareil, avec une côte en plein milieu du parcours de quasiment 500 mètres ou 600 mètres. Donc c'est des chronos qui sont pas forcément vrais. Mais en tout cas, une course très 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 dure cette année à Madrid. Bon, et du coup, les prochains objectifs, c'est d'y retourner, de continuer à monter au fur et à mesure sur ce type d'épreuve, championnat d'Europe, championnat du monde, toujours en distance courte? Ouais, c'est ça. Par exemple, on revoit un peu les mêmes têtes. À Madrid, j'ai couru avec un jeune, un anglais qui s'appelle... en tout cas, son nom est Lee, L-E-E. Et hasard du sort fait qu'à Pontevedra, c'était sur le Super Sprint, un départ, on va dire, à l'Ironman, départ 2 par 2. Parce qu'on était beaucoup trop, il ne pouvait pas faire partir une grosse... il nous faisait partir en running start, ce qu'on appelle comme ça, en Ironman. Et ça, c'est un rolling start à confronter à la mass start où là tout le monde part en même temps. Alors certains ont peut-être vu ces images parfois spectaculaires qu'on voit de moins en moins depuis le Covid, où il y a 2000 personnes sur une plage et puis il y a un coup de sifflet ou un coup de pétard et tout le monde part. Là c'était du rolling start, donc 2 par 2. Deauville est très beau pour ça, pour le mass start, c'est très sympa. Et du coup, pour revenir sur Pontevedra, je me suis retrouvé, on va dire, au départ avec la même personne. Donc c'est même Lee, cet anglais. Donc non, très sympa, on retrouve à peu près les mêmes personnes à chaque fois sur chaque course. Bon, là, cette année, il y avait un Allemand qui a tout gagné, dans ma catégorie que je connaissais pas. Mais non, très sympa.
on retrouve les mêmes gens, donc à l'arrivée, c'est très 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 sympa. Et puis, bon, avec les études, je sais parler anglais, donc j'ai pas de mal, on va dire, à aller parler de la course avec d'autres gens derrière. Et ça apporte des points de vue différents. Donc non, c'est très 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 sympa. Et comme prochain objectif, alors j'ai plusieurs courses en France, Deauville, toujours, que j'aimerais vraiment gagner cette année. Là, je pars à Bratislava en Erasmus, et il y a ce qu'on appelle une ligue privée que j'avais déjà faite à Barcelone, qui s'appelle le Challenge. C'est une ligue privée sur toutes les distances de triathlon, il me semble. Et la grande finale se joue à Bratislava. Donc vu que j'avais couru à Barcelone, j'ai eu la chance en fait d'être directement qualifié pour Bratislava. Donc hasard du sort fait que je vais courir à Bratislava donc sur cette ligue privée. Donc non, très sympa. Donc c'est un objectif, on va dire, un peu annexe. Mais sinon, il y a Versailles. J'aimerais bien faire une bonne place à Versailles parce que c'est un très très gros triathlon avec du très haut niveau. Et sinon après, il y a les championnats d'Europe, je sais pas où ils sont. Je me suis pas renseigné, mais je sais que les prochains championnats du monde sont à Malaga, en Espagne. Et c'est vrai que j'aimerais bien y aller. Ça me ferait bien envie, Malaga, ça doit être très sympa. C'est pas la même météo que à Rennes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Les championnats du monde, le groupe d'âge amateurs sont eux, et aussi pour les élites, seront à Malaga. Et les championnats d'Europe, j'en ai aucune idée. Mais je pense que ça va être l'Allemagne ou... Par habitude, c'est souvent eux qui les ont avec Hambourg ou Munich. Puis c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, ça rabat un petit peu toutes les cartes. Je voudrais revenir aussi sur la partie financement des carrières des sportifs de haut niveau. Toi, tu es étudiant, tu as parfois quelques jobs étudiants, tu fais des stages, tu bouges un peu, et puis tu pratiques le triathlon. Le triathlon, comme beaucoup d'autres sports, je suis bien placé pour le savoir, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent pour le matériel, ça coûte de l'argent pour les déplacements. Quand par exemple on entend que tu vas faire une compétition à Abu Dhabi, il y a le billet d'avion pour toi, pour éventuellement ceux qui t'accompagnent, pour ton vélo, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais un vélo, ça coûte aussi presque le prix d'un billet d'avion. Et après, il y a l'hébergement sur place, il y a la nourriture, il y a tout ça. Comment est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu finances ta carrière de sportif de haut niveau, même si ton objectif n'est pas de devenir le meilleur triathlète du monde, on l'a compris, c'est plutôt de devenir un étudiant épanoui et qui trouve l'équilibre grâce au sport? Moi, je vais pas me cacher ou dire que je cherche des sponsors ou quoi que ce soit. Moi, j'ai la chance, c'est que mes parents ont fait des très beaux métiers, des très belles études, donc ils ont la chance d'avoir les moyens. C'est une passion, comme je disais, c'est la chance peut-être que j'ai. Moi, la différence de peut-être beaucoup de triathlètes, c'est que moi, mon papa m'accompagne et court aussi, donc c'est une passion qu'on partage à deux. Donc au lieu d'être juste un déplacement qui coûte de l'argent pour une course où je n'ai pas performé comme je l'aurais aimé, c'est plus un déplacement entre père et fils. Et donc c'est des événements, des moments qu'on s'en rappellera toute notre vie. Donc non, moi j'ai la chance de pouvoir, on va dire, être sponsorisé par mon papa. Donc non, qui est très très content de me voir évoluer, de me voir progresser. Qui lui, ça le ravit de voir que je m'épanouis dans un sport, que je m'y applique autant. Et pour lui, il est très content de me l'offrir tant que les résultats à l'école sont bons. Et ce que moi-même je comprends. Donc je m'efforce d'être bon à l'école. Et derrière, moi j'ai la chance de pouvoir participer. Alors, bien sûr, je ne ferai pas toutes les courses, je ne ferai pas tout le calendrier des Coupes du Monde parce que vraiment ça coûte quand même de l'argent et que je ne suis pas pro. Mais derrière, si je peux me permettre de faire les championnats du monde, les championnats d'Europe, voilà, ils sont très contents de me les offrir. Et quand il peut venir avec moi. Parce que cette année, par exemple, Madrid, j'y suis allé tout seul. Et des fois, le fait d'y aller tout seul fait qu'il y a des petits problèmes. Et à la fin de la course, quand j'ai fini ma course et que j'ai voulu prendre l'avion était annulé. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à 20 ans, 19 ans, 20 ans, jeune, à gérer. Donc non, j'ai bien réussi à rentrer. Mais c'est le genre de petit souci où t'aimerais quand même que tes parents soient là à côté pour pouvoir, on va dire, atténuer un peu le stress et te permettre de régler tous les petits problèmes. Mais sinon, non, c'est vraiment un sport que je partage avec mon père. Et donc il est très content de m'emmener sur les courses, de courir, de s'entraîner avec moi, d'avoir du bon matos. On dépense pas non plus des milliers et des cents, je veux dire, j'ai un vélo qui coûte certes très cher, mais on n'est pas non plus sur le très haut de gamme du vélo. On n'est pas sur les derniers contre-la-montre, on est sur un vélo de route encore basique. J'ai pas des roues lenticulaires, mais j'ai juste des roues de 45, des roues très très haut de gamme, mais on n'est pas non plus... on ne change pas notre niveau de vie pour le triathlon. Ça reste quand même seulement un plaisir. Et
et des moments de partage. Écoute, j'allais te le dire justement, je crois que ce que je comprends, c'est que ton père, en tout cas tes parents, sont tes meilleurs sponsors. Si tu avais justement un conseil à donner à un petit jeune qui voudrait se lancer dans le triathlon et lui en faire justement sa carrière avec éventuellement un double projet, que ce soit étudiant ou professionnel, qu'est-ce que tu pourrais lui donner si lui n'avait pas la chance d'avoir papa ou maman comme sponsor? Ah bah si t'as pas la chance, derrière c'est l'entraînement qui va primer, comme on dit on ne prête qu'aux riches. Et derrière si tu cherches à avoir des sponsors ou à attirer du monde, je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être une bonne façon d'attirer des sponsors. Je n'ai jamais j'en ai jamais pas eu besoin, j'aurais bien aimé mais j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que peut-être avoir un compte TikTok ou des choses comme ça, bien que ce soit pas forcément le meilleur sportif, je sais que ça peut attirer des marques parce que ça offre de la visibilité pour les marques. Donc des fois ça peut être un moyen alternatif pour avoir du matériel, on va dire soit moins cher, soit offert par la marque. Et ensuite, comme je disais, on ne prête qu'aux riches, donc derrière il faut être bon à l'entraînement. En club aussi, je sais que beaucoup de clubs, par exemple c'est le cas à Poissy, prêtent des vélos aux athlètes qui participent au championnat d'Europe, au championnat du monde, mais du côté élite, ou en tout cas dans leur catégorie mais à très haut niveau. Donc derrière peut-être que ton club, même s'il court en D2, enfin en deuxième division ou en troisième division, peut peut-être te prêter du matériel. Mais derrière, c'est quand même beaucoup d'activités d'entraînement et les gens se rendront compte de ton niveau réel et seront prêts à t'aider si derrière ils comprennent ou ils sentent quelque chose qui a vraiment une possibilité derrière d'évolution et de progression énorme. Évidemment, c'est toujours le même principe, hein, comme tu l'as dit. Alors, je serais peut-être plus nuancé que de dire on prête qu'aux riches, mais en tout cas, on prête ou on donne à ceux qui peuvent rendre quelque chose, que ce soit de l'image ou effectivement des intérêts, en tout cas, qu'il y ait des intérêts financiers derrière. Arthur, merci beaucoup pour cet échange, pour cette transparence. J'ai une dernière question que j'aime bien poser à mes invités, et encore plus quand ils sont finalement assez jeunes. Toi qui as découvert le triathlon à 11-12 ans, enfin, si tu devais rencontrer le petit Arthur de 11-12 ans, qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi ? Je pense qu'il serait content déjà de savoir qu'il a continué dans le triathlon, qu'il s'amuse toujours autant, qu'il n'a pas arrêté, parce que pendant un moment je voulais quand même changer de sport et passer au rugby, sans l'influence de mon papa, qui d'ailleurs m'avait pas arrêté, il a dit que c'était pas compatible le triathlon et le rugby. Et il y a eu une petite période de creux au Covid, et je pense que ça m'a fait du bien. J'ai arrêté pendant 1 an. Et c'est le moment où je suis passé de l'Île-de-France à Rennes, donc c'était le temps de tout relancer, post-Covid, donc pas d'entraînement pendant 6 mois. Donc ça m'a fait du bien, et derrière j'ai pris un très grand plaisir à me réentraîner et à reparticiper aux courses. Et je pense qu'il serait toujours très content de savoir que sur un départ de triathlon, j'ai toujours le même stress, toujours les poils qui s'hérissent, et que j'ai toujours pas perdu, on va dire, cette envie de courir et cette envie de gagner sur une course. Super inspirant. On souhaite que nos auditrices et nos auditeurs, des plus jeunes aux plus âgés, aux plus matures, aux plus sages, puissent eux aussi vivre ce genre d'expérience, voire puissent transmettre aussi, et c'est également tout l'objectif de ce podcast dans les vestiaires. Arthur, où est-ce qu'on te suit si on veut avoir des nouvelles sur toi, si on veut savoir comment évolue ton entraînement, comment tu performes en compétition? Sur Instagram, globalement, je poste quand même vachement de photos de course, ou moins les résultats très récents. Je poste quelques fois les entraînements à vélo, ou un peu ce que je fais dans la semaine, sans rentrer dans tous les détails parce que je suis pas influenceur sportif. Mais sinon sur Instagram, on va dire en période estivale ou en période de course, on peut facilement retrouver mon palmarès ou les courses sur lesquelles je cours en Île-de-France globalement. Mais sinon après sur le côté professionnel, c'est basiquement LinkedIn. Donc on va dire on peut retrouver un post, ou quelquefois on peut retrouver des posts sur le sport, mais ça reste quand même assez rare parce que ça reste quand même du côté professionnel, et donc je mélange pas tout. Je m'amuse pas à faire des posts pour remercier la Fédération française du triathlon d'avoir accepté ma candidature. Non, je reste quand même assez professionnel, et c'est plus pour vraiment axé sur le boulot. Arthur, on te souhaite une bonne continuation, on te souhaite une bonne saison 2023-2024 qui, voilà, tu es en phase de préparation d'hiver. Tu vas faire le foncier et puis tu reprendras vers février-mars avec les toutes premières courses, et pas forcément du triathlon. Et puis on espère peut-être de se croiser un jour sur une compétition. Et chères auditrices, chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao. Vous serez d'accord avec moi, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Arthur Arblad. Si son parcours vous a inspiré, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter tout
Les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Arthur et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!